mais c'est pas grave. Ça va bien se passer. Salut à tous, bienvenue dans le podcast Comment lever des fonds avec sa startup. Salut Adrien, Salut Arnaud, salut à tous. ça va bien? T'as la forme? Tout à fait, c'est lundi, donc moi j'adore le lundi, donc très en forme aujourd'hui. Parfait. Euh, alors j'ai vu là tout à l'heure, t'as quand même 33 000 abonnés sur LinkedIn. T'es LinkedIn Top Voice. On va pas parler de ça aujourd'hui, mais j'ai vu ça tout à l'heure. Pour les gens qui te connaissent pas et qui nous écoutent, t'es qui? Bah écoute, je suis Adrien, je suis entrepreneur et investisseur depuis une quinzaine d'années dans l'écosystème. Je suis aussi papa de deux enfants et beau-papa d'une petite fille aussi. Je suis parisien, mais je bouge pas mal en France. Et puis, ouais, je suis dans l'écosystème depuis une quinzaine d'années, ce qui fait que j'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat, l'investissement aussi dernièrement, et j'ai cultivé une certaine passion pour partager pas mal de choses sur LinkedIn, notamment avec ces dernières années avec Eldorado, qui était la dernière startup que j'ai créée, autour du financement, de la création d'entreprises, ce qui fait que bah voilà, sur LinkedIn, quand tu publies des contenus qualitatifs assez longtemps et que tu as des followers, bah, tu peux avoir une communauté vraiment pas mal pour devenir Top Voice. Donc j'étais très content de l'apprendre, c'est depuis janvier. Félicitations. Et du coup, Eldorado, je crois que j'avais vu des chiffres, c'est assez impressionnant. Tu l'as créé quand, Eldorado? Il y a 6 ans. Et vous 6 ans. avez, et vous avez aidé combien de startups à se financer? Alors en tout, il faut en compter environ 300 à 400 par an. Donc il y a quasiment 3000 entreprises qui ont trouvé des financements à travers Eldorado, que ce soit bancaire, non dilutif et en levée de fonds, à tout stade. Mais généralement, c'était entre 30 000 euros à 3 millions d'euros. En gros, c'est donc seed, très série A ou série A. Ok. Et du coup, le principe, si je me souviens bien, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, je me souviens l'avoir utilisé, Ouais. c'était tu t'inscrivais, tu mettais ton deck, les informations de ta boîte, j'imagine que c'est un peu évolué depuis. En gros, tu mettais tout ce qui était important pour un investisseur et ça t'aidait à rencontrer soit des investisseurs, soit du non dilutif, donc prêt bancaire, financement BPI, etc. Exactement. D'ailleurs, alors deux parenthèses. La première, c'est qu'on s'était rencontrés à Toulouse quand tu étais à l'IoT Valley, donc ce Quand... formidable écosystème IoT. Et nous, on avait vraiment la volonté d'être très présent en région et en province Ouais. avec Aldo. On voulait pas faire quelque chose de très parisien. Et surtout dans l'accès au financement, il y a une vraie inéquité entre les régions et Paris, et aussi bien sur ça que sur l'accès au financement pour les femmes, etc. Le but d'Eldorado, c'était vraiment d'aider un maximum de personnes, notamment les personnes sous-représentées. Donc on s'était rencontrés là-dedans. Et tu parles de l'idée d'Eldorado, c'est marrant. Pourquoi ça me fait marrer? Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des boîtes qui se créent qui veulent répondre aux mêmes problèmes. Donc ça veut dire que on a participé à le résoudre, mais qu'il y a encore toujours des idées qui étaient cette connexion entre les financements et les entrepreneurs. Donc une plateforme qui permet aux entrepreneurs de trouver les bons financements au bon moment, que ce soit bancaire, non dilutif, public, et de la levée de fonds, donc business angel, corporate venture, fonds, etc. Et on a fait ça pendant assez longtemps. À partir du moment, pendant le Covid, donc c'était une plateforme de mise en relation, une marketplace. Et depuis, en fait, l'activité conseil a pris le dessus. C'est devenu une grande structure de conseil, une quinzaine de personnes, et qui travaille vraiment sur du conseil en financement pour entrepreneurs, donc dans l'obtention d'aide, de prêts bancaires, mais aussi d'accès à des investisseurs. Il y a toujours la plateforme, mais qui lead un business de revenus sur du conseil. Donc j'ai assez bien écumé tout l'écosystème de la mise en relation entre entrepreneurs et investisseurs, notamment, mais aussi l'obtention des aides publiques et le marché du conseil en financement. Et c'était, enfin, c'est une aventure très passionnante. Mais moi, ça m'étonne pas que tu dis qu'il y ait plein de, tu vois, d'autres startups qui se soient lancées. J'en connais une autre notamment là qui s'appelle OpenVC, qui fait vraiment, tu vois, que de la mise en relation avec des VC, pas du tout de financement, tu vois, comme toi et un peu plus worldwide. Et en fait, ça m'étonne pas parce que dans ce que tu m'as dit là, il y a au moins 5 métiers, tu Ah vois, ouais, entre un exactement. prêt bancaire, entre la BPI, et puis quand tu es entrepreneur, moi je me souviens d'avoir obtenu un truc qui s'appelait le French Tech Seed. Ouais. Euh, et euh, et c'était avec la BPI. Et Mhm. je l'avais eu rapidement en fait, parce que j'étais hyper bien accompagné par la IoT Valley et j'avais un super conseiller BPI. Et je me Ouais. souviens,
d'en parler avec les entrepreneurs et je leur disais, ouais, j'ai levé des fonds et puis j'ai eu le French Tech Seed et tout. Je crois que j'ai eu 200 000 balles de la BPI. Et ils m'ont dit, ah, t'as mis combien de temps? Je dis, bah, je sais pas, 2, 3 mois, ça a été rapide, j'ai rempli le dossier, c'était bon, quoi. Et ils étaient tous à chaque fois, genre, sur le cul. Et après, quand j'ai essayé d'autres financements, j'ai compris pourquoi. Ouais, Parce que parce que des c'est, fois, je tombe sur un coup de chance comme ça, c'est assez inégal en termes d'accompagnement et de suivi. BPI, c'est une banque publique d'investissement, donc il y a public dedans, donc c'est aussi une institution qui a parfois des rouages un peu compliqués à faire jouer. Et effectivement, ouais, il y a des applications qui sont verticalisées sur la mise en relation VC. Il y en a comme Roundtable sur la création de SPV et de communautés d'Angel. Il y en a sur du conseil en financement juste crédit d'impôt et JEI, par exemple, enfin, impacts fiscaux, etc., les aides fiscales. Donc, nous, on a essayé de faire beaucoup de choses au début et moi-même, étant assez expérimenté dans les boîtes dans lesquelles j'investis, je donnais toujours euh, l'exemple d'être focus, enfin, le conseil d'être focus aux entrepreneurs. Et moi-même, je papillonnais dans plein d'idées. Donc, on est toujours le cordonnier le moins bien chaussé, tu vois. Même quand on est business angel, on s'applique pas parfois comme entrepreneur les conseils qu'on donne à des entrepreneurs. faites ce que je dis, pas ce que je fais, ça, c'est le plus dur. Tu me fais Exactement. une belle transition. Je voulais parler de ça. Tu es aussi, du coup, business angel, comme tu le disais. Donc, t'as investi depuis quand et t'as investi dans combien de boîtes? Alors, j'ai investi dans une trentaine de projets. En gros, j'ai commencé à investir quand j'ai revendu mes premières entreprises qui étaient des job boards spécialisés dans divers secteurs, juridique, droit, financier, etc. Et, euh, et aussi une régie publicitaire. Donc, j'ai revendu, j'ai pu faire un peu de cash out qui m'a permis d'investir. Donc, c'est généralement un peu classique, c'est là que ça se fait, mais j'avais à l'époque 27 ans. C'était en 2014. J'ai investi de façon totalement déstructurée dans une dizaine de startups. Mon premier investissement autre que dans mon entreprise, c'était dans une entreprise qui s'appelle Welcome to the Jungle, donc que tu dois connaître. Je C'était connais bien, vraiment ouais. ça. Tu vois, ça s'est fait. Bon, on va en parler comment ça s'est fait. Mais en gros, à ce moment-là, j'ai investi dans une quinzaine de boîtes. À la fin de mon earn-out, donc qui est la période dans laquelle tu restes dans l'entreprise, puis après tu pars au bout de généralement 3 ans après intégration de ta startup dans l'entreprise qui t'a racheté. J'ai une nouvelle capacité d'investissement qui m'a permis d'investir dans une dizaine d'autres projets. Et puis après, évidemment, depuis Eldorado, alors je suis pas un millionnaire investisseur, à mettre des tickets comme certains gros investisseurs le font, mais ça m'a permis de voir quand même beaucoup de dossiers. C'est un gros FOMO Eldorado, hein, parce qu'on voyait 4000 dossiers par an et on voyait des très très belles boîtes. Tu vois, Sora a utilisé Eldorado pour trouver des BA au tout début, alors que c'était inconnu, par exemple. Donc tu loupes des trucs, tu as toujours un FOMO, mais ça m'a permis de continuer à investir aussi dans des projets. Et même encore aujourd'hui, où j'ai quitté la direction opérationnelle d'Eldorado, où j'ai plus de temps, où je suis au bord de boîte, j'essaye de toujours participer en mettant des tickets plus ou moins importants, mais aussi en mettant beaucoup de temps de business angel dans les projets dans lesquels j'investis, dans la phase 0 to 1, comme on dit. Ok. Tu disais qu'au début, tu n'avais pas de thèse d'investissement. Moi, j'aimerais bien en parler. Je voyais un post LinkedIn que je trouvais hyper intéressant. Un mec qui disait les business angels, c'est pas des gens riches, c'est pas des C'est vrai. Ça multimillionnaires. dépend lequel. Ils- Ça dépend lesquels. Mais la plupart, en fait, en France, parce que moi aussi, j'ai investi, tu vois, des tickets dans des boîtes. Et, euh, et donc, la plupart, ils sont pas forcément ultra, ultra riches. Ils le font plutôt exactement comme tu le dis. Ils ont eu à un moment donné un peu d'argent, soit pour ce qu'ils faisaient du freelance, soit parce qu'ils ont un cash out, soit parce qu'ils ont un héritage, peu importe, un peu. Et ce peu-là, plutôt que de refaire leur cuisine, j'ai envie de dire, ils se disent, tiens, bah, je vais plutôt investir dans les boîtes. Et toi, au début, tu disais, tu avais aucune thèse, c'était complètement déstructuré. Donc, on est d'accord, c'était que de l'investissement au feeling. Complètement au feeling et à 99% sur l'équipe qui porte le projet. Et évidemment un peu le projet, mais le projet, il y en a tellement, il y a tellement des bonnes idées, il y en a partout. Mais c'était très 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 majoritairement sur l'équipe qui porte le projet et le feeling que j'en avais en discutant avec elle. Ok. Donc, ton premier ticket, il y a une dizaine d'années, c'est ça? Quand tu avais 27 Ouais, ans, il y tu a disais? 10 ans, tu vois, ça devait être il y a 10 ans en fait, hein, j'avais 27 ans, aujourd'hui j'en ai 37. Mais Ok. ouais, Et, et, et ton dernier? le dernier, c'est il y a un mois. J'en ai deux tickets sur deux femmes entrepreneurs, du coup. Donc, un projet qui s'appelle Meuf, qui est un réseau social pour
femmes, donc un réseau social verticalisé, une safe place pour les femmes. Et Je l'autre, crois que je c'est l'ai vu. un restaurant innovant qui s'appelle Maslow. Donc c'est dans la restauration, mais il y a de l'innovation dedans, puisque c'est un restaurant qui est low carbone, vegan, et qui veut lancer une chaîne très ambitieuse, qui est l'ancienne fondatrice de Frishti, qui du coup a une très grosse expérience, et c'est deux super tickets qui ont rien à voir, tu vois, mais sur lesquels j'avais envie de me lancer, quoi. Ok. Entre, c'est rigolo parce que déjà, le, j'allais te J'ai dit demander Food entre Cherry. le premier. Excuse-moi, Pardon? j'ai dit Frishti, mais c'est Food Cherry, pardon. Ah, Julia, c'était la fondatrice de Food Cherry, qui est dans le delivery et la food, mais Food Cherry, et voilà. ok. Du coup, j'allais te demander la différence entre le premier investissement et le dernier, en termes, tu vois, d'expérience, etc. Mais ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que déjà, il y a un trait commun, c'est les gens, quoi. Donc, c'est Voilà. pas forcément le projet, mais c'est les personnes qui portent ces projets. Ouais, complètement. En gros, tu vois, si on parle de ce sujet-là, je peux te dire que toujours aujourd'hui, j'investis pas dans le but de devenir encore plus riche ou privilégié que je le suis déjà. C'est vraiment participer à des aventures. Ça reste le même sujet. Si on peut gagner de l'argent, ok, mais avec la pleine conscience que c'est un actif très risqué, qui a bien plus de chances d'échouer que de réussir. Et moi, je dis souvent la phrase, hein, je connais beaucoup de business angels, mais peu qui ont fait des exits, en fait, hein. Donc, c'est un peu, c'est un domaine d'éternel optimiste, en fait, l'investissement dans les startups. Tu vois, moi, par exemple, l'IMO, j'en fais très, très peu. Je suis pas du tout en bourse ou en crypto, encore moins. Tu vois, c'est pas des trucs qui m'intéressent, c'est très peu palpable. L'économie réelle, et là, même encore plus avec la restauration ou des projets qui sont plus dans le brick and mortar, comme on dit, donc vraiment de l'innovation, de l'entrepreneuriat, mais dans des domaines moins tech aussi. Ça t'apporte une certaine forme de passion, de quotidien, de réalité, tu vois, c'est palpable, ce qui n'est pas forcément le cas quand tu investis dans l'art ou l'IMO ou autre. Et c'est ça qui me drive et qui a continué à me driver dans ce profil qui est pas que le mien, évidemment, il y en a plein d'entrepreneurs investisseurs qui sont guidés par la passion qu'ils ont à travers l'investissement, quoi. Ok. C'est, c'est, tu vois, moi, c'est exactement pour ça que j'ai rejoint un club d'investisseurs, parce que je me suis dit, je suis trop drivé par mes émotions. J'aime trop les gens parce qu'à un moment l'année dernière quand j'ai commencé, j'ai vu passer tellement de decks moins que toi, tu vois. J'ai commencé à dire que voilà et j'ai commencé à recevoir plein de decks. Je m'étais fait en plus un Typeform où les gens ils pouvaient ou non, un vidéoask où les gens ils pouvaient m'envoyer leur desk et me faire une vidéo et tout. Et j'avais envie d'investir dans tous les projets, franchement. Et je me suis dit, si jamais je vais pas chez des mecs pros, je vais investir dans trop de projets. Et je me suis dit, au contraire, tu vois, comme toi, je me dis, je suis pas encore assez bon pour choisir les projets. Donc, je vais déléguer ça à des gens que je trouve meilleurs que moi et qui vont m'aider à choisir. Comment t'as fait, toi, du coup, vu que t'as vu passer, disais 4000 dossiers par an? C'était quoi comment tu faisais pour choisir et pas, tu vois, Bah, investir dans tout ce qui passait? ce que tu dis, c'est-à-dire que moi, j'ai la même personnalité que toi. C'est-à-dire que je suis très dans l'émotionnel, face-to-face. D'ailleurs, on s'apprécie aussi pour cette raison. Je pense, tu vois, c'est qu'il y a un ADN très humain, etc., et moins tableau Excel. Et en fait, en créant Eldorado et en professionnalisant et en se travaillant avec des fonds, on a travaillé avec énormément de fonds, de corporate, donc des professionnels de l'investissement, bah, tu intègres le pragmatisme et la vision très business qu'est l'investissement, même dans l'innovation. Et c'est un savant mélange entre les deux, en fait, les startups. Tu vois, les très bons dossiers, c'est pas ceux qui t'ont montré le meilleur Excel, ni ceux qui t'ont apporté la meilleure vision. C'est un peu le savant mélange entre les deux. Quand tu vois les succès entrepreneuriaux aujourd'hui, c'est des entrepreneurs talentueux, mais qui ont une vision dans laquelle ils embarquent des personnes à des moments T, enfin, tu vois, c'est ce sujet-là, mais aussi qui ont un marché incroyable à révolutionner, un momentum qu'ils réussissent à faire et un modèle économique. Donc en fait, tu vois, tu as d'un côté l'équipe, c'est l'émotionnel, de l'autre, tu as le marché, le business model et le modèle qu'ils ont, enfin le modèle économique et le momentum, pardon, c'est le troisième.
le momentum, tu vois, c'est très compliqué. Faut avoir le feeling, il faut connaître un petit peu les secteurs, les sous-secteurs, ça dépend dans quoi tu investis, etc. Mais en gros, tu te professionnalises un petit peu sur ces trois critères-là, là où ton émotionnel, il grandit avec toi dans l'écosystème, où tu commences à repérer les gens qui sont un peu légers sur certains sujets, un peu charlatans sur d'autres, un peu très ambitieux mais pas très bon gestionnaire dans les équipes, etc. Donc tu as réussi à faire évoluer aussi ton aspect émotionnel, mais surtout tu ajoutes énormément de pragmatisme et d'analyse qui te permettent d'essayer de faire des meilleurs choix, quoi, tu vois. Mais après, il n'y a pas de recette magique hein, dans l'investissement. Je pense que tu vois, ton podcast a cette idée-là aussi, c'est que tu veux montrer aussi différentes personnes qui ont différents points de vue, etc. Il n'y a pas un livre. Alors, il y a un livre qui va sortir, d'ailleurs, on pourra en parler, mais je fais un livre sur l'investissement. Pardon, je suis un peu long, mais je sors un livre sur l'investissement. Mais Trop d'ailleurs, bien. dedans, je mentionne, tu vois, c'est vraiment comment investir dans des entreprises. Tu vois, mon prochain livre, là, toujours aux éditions Albin Michel, mais, et Vuillère. Mais en fait, l'idée, c'est de dire, il y a pas un framework de devenir investisseur, surtout dans des sujets que tu... Je savais pas que tu avais sorti. Peut-être je l'avais vu, je me souviens pas. Tu l'as sorti ou il va sortir le livre? Alors, en fait, ouais, j'ai oublié de t'en parler tout à l'heure, mais j'ai sorti un premier livre en 2021 qui s'appelle Comment financer sa startup financement. Et en gros, c'est la V2, quoi. C'est le tome 2. C'est investir dans les entreprises privées. Donc là, c'est vraiment commerce, TPE, PME et startup. Euh, pour les investisseurs qui sont soit expérimentés, soit novices, à toutes les phases. Tu vois, comment je crée mon deal flow, comment je constitue un petit peu une réputation, c'est quoi les enjeux fiscaux, juridiques, évidemment, mais aussi avec pas mal de retours d'expérience. Et en fait, c'était la suite logique du premier livre, de l'expérience que j'ai eue, et parce que l'éditeur en question m'a demandé si on pouvait travailler sur le deuxième ouvrage. Un entrepreneur qui lève des fonds, qui est en train d'écouter le podcast, euh, tu lui recommandes de lire ce livre-là, même si jamais il va pas investir ou pas? Ah ouais, complètement. C'est une très bonne question en fait, parce que dans la com qu'on en fait, puisqu'il sort le 20 mars là, tu vois, donc c'est vraiment dans le mois. On essaie de toucher aussi évidemment les entrepreneurs pour leur dire, bah, certains d'ailleurs entrepreneurs veulent aussi investir dans quelques projets et généralement quand on fait un premier ticket, on ne sait pas du tout par où commencer parce que est-ce que je le fais par un club tout seul, je reçois des dossiers, j'ai un pote qui je le fais souvent un petit peu par affinité, dans ton secteur, enfin on pourra en parler, mais comment tu commences? Et donc oui, évidemment, ça peut être un livre qui est très intéressant pour un entrepreneur aussi, pour qu'il sache qu'est-ce qu'il y a dans la tête des investisseurs. Souvent chez Eldorado, tu vois, j'ai fait des centaines de masterclass par an. D'ailleurs, on en faisait à l'IoT Valley, c'était là-dedans, dans ce Je me cadre-là souviens. qu'on s'était rencontrés. Et dans les masterclass, je disais toujours, il faut connaître les acteurs du financement. Pourquoi BPI me fait une subvention? Pourquoi une banque me prêterait de l'argent? Pourquoi un business angel investirait dans ma startup, tu vois? Et c'est en faisant ça que en comprenant mieux les investisseurs, tu sais aussi à quel moment les contacter et pourquoi. Moi, je me souviens avoir une discussion avec des amis qui me disaient, mais pourquoi BPI, ils vous donnent de l'argent là comme ça aussi facilement, les startups et tout? Et je leur avais fait une explication un peu grossière. Si je sais pas si tu es d'accord avec ça, je leur disais, ben, ils me donnent de l'argent parce que je leur ai dit que j'allais embaucher des gens. Là, j'ai embauché une dizaine de personnes. Donc, ils préfèrent payer une entreprise qui paye des salaires plutôt que payer des gens au chômage. Et du coup, ils financent comme ça la croissance, le PIB. J'avais fait un raccourci, tu vois, un peu simpliste, mais je leur avais dit, c'est pour ça que l'État, ils investissent dans les startups, parce que ça crée de l'emploi, même si il y en a beaucoup qui meurent, et qu'au moins ça crée de l'activité et que ça permet d'avoir de se battre sur le marché de l'économie qui est mondial demain, où tu as besoin d'avoir un pays en croissance avec des entreprises qui tournent et des gens qui sont salariés. Tu sais que si tu cherches un financement de créer de l'activité économique ou apporter du soutien local, tu vois, toi, tu étais en Occitanie, tu as des aides aussi de la région Occitanie. Si tu recrutes, que tu travailles avec les universités locales, que tu as des partenaires ou des prestataires locaux, tu as des bonnes chances aussi d'avoir des financements parce que ça fait travailler le tissu économique territorial, surtout depuis 10 ans de BPI et ça continue. Notamment pour attirer des talents. Là, tu vois, on parle de deep tech, climat, intelligence artificielle. Donc, financer des boîtes qui font ça, c'est financer des boîtes qui vont créer de l'emploi dans ce secteur qui vont générer du coup des créations de diplômes dans les études, les universités, les écoles, etc., qui font que ça va générer de l'emploi à terme. Donc, et c'est tout à fait ça. Là où une banque, tu vois, c'est plus gagner de l'argent en prêtant. Donc ça reste depuis des millénaires la même chose. Et là où un investisseur, tu as des professionnels ou des institutionnels, les fonds
le seul objectif qu'ils poursuivent, c'est de gagner de l'argent. Pas de business angel, là, c'est plus complexe. Tu vois, il y a de l'émotionnel, de la passion, des retours sur investissement, participer à un écosystème. Euh, à titre personnel aussi, avoir de l'impact dans l'économie. Tu peux Mm. avoir plusieurs volontés en fait en tant qu'investisseur, personne physique, quand investis dans une startup. Les, les fonds d'investissement, je suis d'accord avec toi, ils gagnent de l'argent. Je dirais même jusqu'à dire, ils investissent pas si jamais ils sont pas sûrs d'avoir ce x100 ou peut-être x10 maintenant. Je sais pas où est la tendance exactement maintenant, parce qu'il y a beaucoup de fonds qui se cassent la gueule. Je vois apparemment c'est un moment pas facile. Euh, mais en tout cas, ils ont cette logique, surtout un fonds série A, série B, tu vois. Un fonds série D, j'imagine que lui, il vise plus une IPO, il est plus, tu vois, genre sur des entrées en bourse, etc. Donc, il est dans d'autres calculs. Mais un fonds série A, série B, lui, il doit se dire, OK, est-ce que cette boîte-là, elle a la capacité d'aller relever des fonds et d'aller en relever beaucoup plus et de m'amener soit à un exit énorme, soit à une IPO, quoi. Ouais, Et exactement. D'être ce qu'on appelle un fund returner en anglais, donc un capacité de retourner le fonds, c'est-à-dire d'avoir une telle plus-value que ça rentabilise toute l'activité d'investissement. Tu vois, sur 15 boîtes, ils se disent qu'il y en a deux ou trois qui vont retourner le fonds et une dizaine qui va vivoter ou peut-être faire des petits exits et quelques-unes qui vont mourir. C'est un peu les stats que essayent d'avoir les VC. Et cet écosystème du capital risque est guidé par ça parce qu'il y a des belles histoires, parce qu'il y a des Uber, parce qu'il y a des Facebook, Meta, parce qu'en France il y a des Criteo, Sorar, Vercor ou autres, tu vois, récemment, euh, qui font que les fonds déjà, ils poursuivent deux objectifs, c'est-à-dire j'ai tellement de perfs et mes boîtes grossissent à travers des levées de fonds que je peux relever un autre fonds en prouvant que je fais des bons deals et après que je peux retourner de l'argent et rembourser mes investisseurs en leur faisant une très grosse plus-value, beaucoup plus que s'ils investissaient dans d'autres actifs. Sauf que dans capital risque, il y a risque et que quand il y a des périodes de phase dans lesquelles on a fait quelques erreurs collectives, notamment sur les valos, les montants, etc., bah, il y a des cycles qui sont plus complexes. Alors, tu me dis, c'est un peu plus compliqué. C'est difficile à lire l'écosystème en ce moment parce qu'à la fois c'est compliqué, effectivement, il y a une sorte de petit hiver, c'est dur pour les fonds de lever, c'est dur pour les entrepreneurs de lever. Mais à la fois, il y a beaucoup de fonds qui ont levé, il y a beaucoup d'argent encore dans l'écosystème, il y a des dossiers très talentueux. Et il y a des boîtes qui lèvent encore de façon assez prononcée, comme en intelligence artificielle ou en deep tech. C'est un peu, on a construit cet écosystème qui continue à se construire, mais avec une petite inflexion, enfin, une grosse inflexion par rapport à 2021-2022. on est dans ce moment où on a des signaux comme quoi ça va pas, mais on a des signaux comme quoi ça va, et donc c'est un peu une incertitude. Personne sait vraiment ce qui va se passer, et du coup on est un peu tout le marché est un peu en mode en attente. Toutes les semaines, je vois Théo Fleischmeier, je crois il s'appelle, qui fait une newsletter géniale où toutes les semaines il dit les startups qui ont levé et combien ils ont levé et dans quel secteur elles sont. Et je vois passer à chaque fois encore de l'agriculture, du SaaS, des nouvelles technos, de l'IA, de tout quoi. Et il n'y a pas Ouais, de, enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a un secteur qui ralentisse plus que d'autres, tu vois, là-dessus. Mais c'est vrai que ouais. le marché envoie des signaux un peu bizarres. En parlant de, du coup, d'investissement pour faire une balance, faire un multiplicateur, les fonds d'investissement, c'est des professionnels, c'est leur métier. J'ai remarqué, du coup, d'ailleurs, je discutais avec Julien Petit, c'est un épisode qui va bientôt sortir, que, ben, en fait, les profils des gens qui lèvent des fonds en série A et plus, eh ben, c'est des gens où ils ont la capacité, c'est prouvé, d'aller faire ces levées de fonds, soit par le réseau, soit par leur capacité de persuasion, soit par leur track record, ce qu'ils ont fait avant, etc. Donc les fonds d'investissement, j'ai l'impression qu'ils investissent aussi, malheureusement, bah, dans les gens qui ils savent qu'ils vont faire. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs parisiens, plus, tu vois, dans les capitales, etc., dans les réseaux, qui arrivent à lever des fonds que dans les régions comme à Toulouse. Toi, est-ce que maintenant, après avoir fait pas mal de tickets et tu traînes quand même beaucoup dans cet écosystème, est-ce que tu t'es mis dans tes tickets aussi à, à regarder cette capacité-là? Parce que tu viens faire un pré-seed, un seed, donc toi, c'est vraiment le tout début, c'est de l'amorçage, il y a aucune métrique, il y a rien. Est-ce que tu as aussi regardé, tu te dis, attends, elle, là, par exemple, le truc du resto, là, tu disais, qui venait pas de Frishti, mais qui venait de euh, Fuchiri. Foodcherry, est-ce que tu as aussi regardé, ça fait partie de tes critères de dire, OK, je sais que elle, si elle veut aller lever une série A, elle peut. Ouais.
Très bonne question. En fait, c'est la question principale en fait quand tu te lances en tant qu'investisseur. Surtout dans ces 5, 6 dernières années, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées dans l'écosystème de l'investissement. Je parle start-up, entrepreneuriat et innovation. Parce qu'il y avait de la lumière en gros, hein. T'en entends parler partout, t'en vois, t'as des cousins, des neveux, des amis qui montent des boîtes, etc. Donc tu as envie de participer, tu as une petite capacité d'investissement, tu t'y mets. Sauf que ce mouvement a fait venir des personnes qui sont pas forcément adaptées ou en connaissance des critères qu'il faut pour investir dans un projet comme ça, qui voient ça peut-être comme un resto plus, tu vois. Aujourd'hui, on peut investir, d'ailleurs dans mon livre, j'en parle beaucoup, hein, dans des commerces, auprès d'artisans. Tu vois, tu as une bijouterie en ligne, une marque de sap, etc. Tu peux quand même investir dans l'entrepreneuriat qui n'est pas forcément de l'innovation en son cœur, mais la techno, elle coûte. Et l'entrepreneuriat a fait venir à la fois ces investisseurs et aussi à la fois des entrepreneurs qui sont arrivés parce que il y avait une grosse phase de création d'entreprise et que entrepreneur, c'est un métier. Tu vois, pendant un longtemps, on nous a inculqué Everyone can be entrepreneur. C'était la moto de The Family notamment. Mais en fait, pas tellement. C'est vraiment un métier. C'est comme si tu disais Everyone can be tourneur-fraiseur ou boulanger ou ministre. C'est des métiers qui s'apprennent. C'est des métiers qui ont des codes. Alors oui, on peut tous devenir ce qu'on veut en fait. C'est plus ça le message. Si on prend le temps, si on apprend, si on fait des études, etc. Pourquoi je parle de ça? Parce que du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont à la fois pas forcément dans l'investissement startup qui en ont fait et des entrepreneurs qui ont levé des fonds qui ne sont pas forcément eu besoin de lever des fonds parce que c'était important de lever des fonds sur LinkedIn, tu voyais des projets. Il faut lever des fonds quand on est innovant, c'est un facteur de succès, ce qui n'est pas vrai en fait. Donc par rapport à ta question, ce qui guide mes choix d'investissement, c'est quand même est-ce que cette personne a la capacité de faire de cet euro investi ou de ces euros investis une croissance qu'il n'aurait pas fait sans. En fait, ça c'est le premier critère un peu de base. Si cette personne elle faisait son projet sans, est-ce qu'elle peut? Tu vois, si je vois un entrepreneur ou une entrepreneur qui me dit moi je lève parce que telle et telle raison et que je perçois dans son projet que en fait il pourrait ne pas lever pour réussir, je vais pas y aller parce que c'est un peu apporter de l'argent, c'est aussi de la facilité pour certains aspects, ça se dépense très vite, ça augmente la valo, Trop ça change vite. la gouvernance, ça va trop vite, ça change la gouvernance de la boîte aussi. Donc pour autant de raisons, il faut vraiment être adapté à ça. Donc première chose que je regarde, c'est ça. Deuxième chose que je fais moi, comme j'ai la chance d'avoir fait plusieurs tickets, c'est d'essayer de diversifier. J'investis pas du tout dans un seul profil. L'homme blanc, cisgenre, qui est short d'HEC, qui a un gros réseau, qui fait station F et qui a déjà 50 BA super connus dans la cap table, dans la table de capitalisation, ça va peut-être une fois, tu vois, c'est le projet dans lequel je peux apporter du temps. Mais la diversification, c'est aussi la diversification de secteur et de profil. Donc, c'est comme ça que tous les investisseurs aussi te disent qu'il faut, ça maximise tes chances de retour, c'est aussi en diversifiant. Et c'est comme ça aussi que toi-même, en tant qu'investisseur, moi, j'estime que j'apprends chaque jour à travers mes investissements. Donc, si tu t'entoures de personnes un peu stéréotypées les mêmes, t'apprends moins. Si tu investis dans un resto guidé par une femme qui a déjà revendu Food Cherry à Sodexo, qui sait s'entourer, qui a une énorme ambition de créer un écosystème de la restauration dans lequel il y a déjà des métriques, qui a une personnalité vraiment très entraînante, etc. Ça m'apprend énormément de choses, tu vois. Donc moi, mettre un ticket dans cette boîte, c'est potentiel gain parce que c'est du brick and mortar, donc il y a de la valeur, il y a du réel, du Du fonds de commerce, foncier. ouais, du foncier, du fonds de commerce, de la clientèle, tu vois, un truc très, très incarné. Il y a de l'incarnation parce que c'est de l'impact, food et impact, donc énorme. Et c'est une femme. Donc génial, parce qu'il y a moins d'investissement chez les femmes. Donc pour moi, c'était assez naturel. Mais à côté de ça, je peux aussi investir dans des projets comme Finovox, un des derniers investissements aussi que j'ai fait, qui est une boîte dans la cybersécurité de l'analyse documentaire, créée par une super équipe très scientifique, très ingénieur, Café très X. ouais. Alors ils ont pas fait X tous, je crois, je sais plus, mais en gros grande école, etc. Enfin très très professionnels dans ce qu'ils font. Et là aussi, j'apprends énormément. Enfin, tu vois, je compare pas, il n'y a pas de valeur entre les deux que j'estime. Simplement, les projets, ils ont ce vecteur commun que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est par les personnes que je prends le choix d'investir et l'équipe.
Et aussi parce que je sais que il pourrait rapporter de l'argent, mais c'est pas le critère principal. S'il rapporte, tant mieux. Ça, pour l'instant, j'ai eu assez peu de casses. Je trouve du bois, mais j'en ai eu quand même aussi. Mais voilà, tu vois. Donc c'est un petit peu ça le positionnement que j'ai. Les Les entrepreneurs dans lesquels entrepreneurs. tu investis, et du coup, je dis plus les startups maintenant, je dis les entrepreneurs à tous les investisseurs, parce que Ah, t'as c'est, raison. pour moi, c'est un T'as peu raison. ça le. Ouais. Est-ce qu'ils te posent des questions sur toi et sur pourquoi tu investis? Et est-ce que du coup, tu investis que dans ceux qui te posent ces questions-là? C'est une excellente question. Oui. Je l'ai toujours dit à travers Eldorado, quelqu'un qui te challenge pas en tant que business angel, c'est une négociation. C'est pas que de l'argent d'un côté, c'est aussi de l'accompagnement. Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Toi, t'es qui? Et donc ça, déjà, c'est un côté très pragmatique. Et puis après, il y a un côté hyper important, voire le côté le plus important dans l'investissement, c'est l'alignement des valeurs, comme dans la création d'une entreprise avec tes associés. Il faut avoir un ADN commun, des valeurs communes, une vision commune pour lequel tout le monde rame dans le même sens. Tous les projets qui ont des échecs, la plus gros facteur d'échec dans l'entrepreneuriat, c'est la mésentente entre associés, que ce soit investisseurs ou co-founders dans l'équipe. Après, il y a évidemment l'absence de modèle économique viable, les difficultés financières. Enfin, tu vois, tu as ces critères-là d'échec. Et donc, le système de valeurs, l'alignement des valeurs est hyper important. Donc, moi, quelqu'un qui me challenge pas sur, ouais, mais toi, t'es qui? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu as fait par là avant? Pourquoi tu vas investir chez nous? Qu'est-ce que tu veux donner? Qu'est-ce que tu penses de ça? Enfin, de même de choses très différentes. Ça va me dire, tiens, c'est pas quelqu'un qui sent que c'est important. Et donc, moi, j'ai envie d'avoir des personnes qui trouvent que c'est important cet alignement de valeurs et qui vont me challenger. Donc, c'est une très bonne question. Et je le disais dans toutes les masterclass que je faisais. Euh, il faut autant de questions du BA vers l'investissement. Ouais, c'est vrai que Ouais, ça, c'est un truc quand je me souviens de ma première grosse levée de fonds que j'ai raté avec des clics, où je cherchais tu vois, des VC. Je me souviens avoir rencontré, je voulais tellement cet argent que je prenais des rendez-vous avec tous les rendez-vous que je pouvais prendre, tu vois. Déjà, ce qui était une erreur, parce que des fois, je tombais avec des mecs très sympas, tu vois, mais genre, je crois qu'il y a le mec de Shaper, hyper sympa, mais rien à voir avec mon industrie, avec mon marché et tout. Et il m'avait dit, écoute, je t'aime bien, bon, la boîte, les métriques sont pas là, mais dans tous les cas, moi, je vois pas le lien avec mes activités, tu vois. Et j'avais essayé de le convaincre en mode, mais si, mais machin. Et en fait, non, si jamais il n'y a Ouais. pas des intérêts alignés, ça marchera pas. Et je me souviens même une fois avoir rencontré un investisseur, je dirais pas son nom, mais je m'étais dit, et c'est là où je m'étais rendu compte que vraiment je tapais à tous les râteliers. Je m'étais dit, mais lui, en fait, déjà, rien que dans sa personnalité, c'est sûr que non. Et en plus, dans son fond, mais c'est sûr que non. Bon, il m'avait dit non, bien sûr, tu vois, mais, et je m'étais dit, mais, je me souviens pendant le rendez-vous, il m'a dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Pourquoi j'ai accepté ce rendez-vous? Pourquoi je suis allé le chercher? En plus, je l'ai fait chier. Enfin, tu vois, genre, pour le rencontrer et tout, ça sert à rien. Mais, Ouais. quand t'es néo-entrepreneur, tu te rends pas compte que t'as ce pouvoir, que c'est, tous les bons investisseurs que j'ai interrogés là dans ce podcast et que je vais interroger parce qu'il y en a plein d'autres qui arrivent, ils me disent tous qu'ils doivent se battre pour les bons deals. Ouais, exactement. Ouais. Et ça, c'est un truc, quand je discute avec des entrepreneurs néo ou en région, tu vois, Ouais. pas à Paris, même enfin à Paris aussi, mais souvent néo, t'as pas conscience de ce rapport de force. Ouais, complètement. Complètement. Parce que C'est tu, tout juste, ouais. Les bons dossiers, c'est ceux qui sont dans lesquels il y a de la compétition et dans lesquels il faut jouer des coudes dans le sens où tu vas apporter ton réseau ou tes compétences, ton temps et voilà, dans lequel tu vas te passionner. Personnellement, moi, j'adore les dossiers dans lesquels j'ai vraiment une plus-value en tant que personne. Elle était entre guillemets assez simple parce que fondateur d'Eldorado, des Pépites Tech, au bord de France FinTech, etc. J'ai pas mal de réseaux, etc. Mais c'est aussi passer du temps, enfin d'être vraiment très la courroie. Moi, j'ai souvent aidé des entrepreneurs qui étaient en difficulté plutôt qu'au moment où tu dois faire les communiqués de presse pour annoncer ta levée. Bon, je force le trait. Mais c'est dans ces moments-là où je pense que j'ai réussi à savoir que j'apportais de la valeur pour les entrepreneurs. C'est aussi ça que tu apportes en tant qu'entrepreneur investisseur, où tu n'es pas qu'un investisseur, c'est-à-dire que tu as vécu des galères comme dans les dossiers dans lesquels tu es. Et du coup, tu vois cet alignement d'intérêts dont on discute, tu l'as à ce moment-là. Vraiment, la plus-value que tu as, c'est pas le chèque de 10, 15 ou 30 000 euros qu'un business angel va te faire, mais c'est vraiment est-ce qu'il va pouvoir t'aider les moments où tu seras en galère, parce que hmm. oui, tu seras en galère à un moment.
C'est Pour sûr. une raison ou pour une autre. Ne crois pas que. Et voilà, quoi. Donc, tout à fait aligné avec toi. Et puis, les podcasts comme ça aussi aident à pas faire des erreurs. Après, on apprend en faisant. Toi, tu parlais de ton erreur avec Ludo ou autre. C'est normal parce que au début, tu as cette volonté d'aller essayer de chercher et de trouver ton modèle dans l'investissement. Mais ça rejoint une autre question qui est celle de la levée de fonds qui est très chronophage et prend beaucoup de temps aussi pour les entrepreneurs. Oui, à un moment donné aussi, tu vois, tout à l'heure, je te demandais si tu investissais dans les gens qui avaient la capacité d'aller relever des fonds. Euh, Faut être un entrepreneur qui a pas conscience que passer la série A ou B, ça va être quasiment son job à temps plein. Bah déjà, enfin, il a pas compris le game en fait, le VC game, tu vois, comme disait Julien Petit, il l'a pas Ouais, mais compris. je suis bien. Après, tout le monde n'a pas à être dans le VC game. Moi, j'ai investi là récemment dans une boîte où justement il y a des nouveaux modèles d'entrepreneuriat. Tu vois, c'est un petit peu Mm. récent, mais on a tous été un petit peu drivé par l'écosystème tech américain qui s'est transposé en Europe, puis en France avec ses spécificités, mais avec l'idée que tu syndiques tes levées de fonds. Et aujourd'hui, tu as des modèles d'entreprise qui sont pour moi plus des TPE, PME innovantes. On en discutait avec une personne qui s'appelle de San Francisco, qui a une boîte qui s'appelle 34 éléments en France, qui a un conseil assez pointu aux entrepreneurs. Et lui, et comme moi, on parle de TPE innovantes, de PME innovantes. C'est-à-dire, j'ai besoin peut-être d'une ou deux levées de fonds, mais après, je peux atteindre une rentabilité ou une croissance différente, moins rapide, moins agressive. Donc tout le monde n'a pas à être dans ce VC game. Et d'ailleurs, Julien le dit très bien. C'est que très peu, il y a beaucoup d'appelés pour très peu d'élus dans ces stats et d'autres. Mais pourtant, on a essayé tout le monde de carquer dans un modèle, ce qui fait que on a eu des petites erreurs. Notamment, tu as des boîtes qui se sont mis à lever à des valos et des montants et des séries d'investissements importantes parce qu'elles avaient de la bonne croissance, mais qu'elles n'étaient pas du tout sur de l'hypercroissance d'investissement qui peuvent retourner et se Ouais. faire racheter par notamment ce qu'on parle des exits. Donc il faut des modèles un petit peu différents d'entrepreneuriat, ce qui fait que j'essaye aussi là-dedans, aussi dans des boîtes, ça va être des temps plus longs, aussi dans des boîtes qui sont dans des problématiques carbone, climate, donc là c'est même quasiment evergreen, tu vois, c'est des participations des premiers investisseurs, tu vois, ça peut se faire aussi. Mais voilà, il y a plusieurs modèles et il faut essayer de trouver un savant mélange entre tout cela. Ouais, je pense que c'est ça la première erreur enfin, pour moi, l'erreur la plus dure pour tous les entrepreneurs, c'est qu'en fait, il y a plein de modèles d'investissement, il y a plein de types d'investisseurs. À des moments, il y a plein d'histoires potentiellement à écrire. Et en fait, il faut devenir un pro de ça si jamais tu décides de lever des fonds, parce qu'il faut comprendre tout ce que tu as en main et tout ce que tu peux faire, quoi. Parce que sinon, bah, Ouais. t'es perdu. Et je suis d'accord avec toi. On a eu des boîtes dans ce podcast. Elles ont 8 ans. Elles ont fait une levée de fonds au début, enfin une petite, tu vois, genre Family and Friends et quelques business angels. Elles ont fait dans leur coin, petit chiffre d'affaires, mais rentable déjà, tu vois. Et là, 8 ans après, elles commencent à comprendre un truc. Il y a un truc où elles commencent à avoir de la croissance, elles pensent qu'elles peuvent le craquer et elles vont chercher de l'argent parce qu'elles ont besoin de cash pour aller accélérer ce truc-là qu'elles ont mis 8 ans à comprendre, tu vois. Ouais. Et ça peut Ouais. faire des boîtes incroyables. Blablacar, il a mis 8 ans avant que ça explose, tu vois. Donc, Ouais, même 10 ans avant d'être rentable, ça a toujours explosé, mais Blablacar est l'archétype un peu du projet emblématique de la French Tech, puisque c'est une des premières licornes, etc. Et effectivement, le temps de trouver est-ce que je trouve la renta, est-ce que je revends des actifs, est-ce que je relève plein de fonds successifs, comment je crée de la valeur, est-ce que je peux être racheté un jour? Pourtant, des dizaines de milliers de clients et d'utilisateurs. Donc, et même un changement aujourd'hui. Donc, mais un modèle qui est viable, ça a été dur et long à trouver. Et c'est une formidable expérience, je pense, pour l'écosystème. je vois le temps qui file comme à chaque fois. On est bientôt à la fin. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier message que tu aurais envie d'adresser? Moi, j'aime bien les coups de gueule, mais ça peut être aussi un message positif, soit aux fonds d'investissement, aux VC, ou alors aux entrepreneurs ou aux investisseurs particuliers. Est-ce qu'il y a un truc en ce moment là qui t'énerve, que tu as vraiment envie de partager? Ouais, coup de gueule, ce qui m'énerve, moi, c'est qui veut être mon associé, si tu veux. Je, Pourquoi? je veux bien en parler un peu. En fait, j'aime beaucoup tous les investisseurs de qui va être mon associé, sauf une personne. Euh, En fait, il faut faire attention au côté tout connaître et tout savoir. Enfin, c'est de la télé. Ouais. Donc, c'est plutôt pour les investisseurs néophytes qui veulent se lancer dans l'investissement startup et qui veulent travailler avec des personnes qui s'y connaissent. Faut vraiment bien choisir. Faut vraiment bien choisir le club dans lequel tu vas mettre un peu d'argent, même 1000 euros. Parfois, 1000 euros, c'est énorme pour certaines personnes.
Or, on a connu par le passé des Oussama Hamar, des The Family, des grands gourous de la tech et des grands personnes qui ont cette capacité un peu hanounesque, tu vois, de capter les passions, etc. Il faut faire vraiment très attention à ça parce que investir, c'est un métier. C'est pas de la télé, c'est pas de la passion, c'est pas je lance 300 000 euros comme ça. Cette émission, elle est très bien pour apporter de la connaissance sur l'entrepreneuriat et l'investissement, mais elle véhicule aussi des messages qui sont pas très réalistes dans le sens où un investissement, il se fait pas comme ça, il se fait aussi par étude. Les dossiers, t'en parlais au tout début, tu le fais au feeling des entrepreneurs, etc. Mais aussi, il faut regarder les business plans, les conditions d'investissement, les term sheets, donc les statuts légaux ou les packs d'actionnaires qui sont en jeu. Il y a énormément de choses après à rechercher et rechercher cet alignement d'intérêt. Et évidemment que l'alignement d'intérêt, il se fait pas en 5 minutes en pitchant un projet. Il se fait en voyant, revoyant la personne, tu vois, Jean-Pierre Nadir, Marc Simontini, etc. Ou mission Stéphanie et comment la fille là de, j'ai oublié son prénom, je suis désolé. Moi non plus, j'ai J'ai découvert cette année aussi, mais formidable, tu vois, c'est des personnes avec des grandes personnalités qui sont très expérimentées dans l'entrepreneuriat et l'investissement et qui eux vont prendre le temps. C'est des personnes qui vont pas dire tout est accessible, etc. Donc mon coup de gueule, c'est de dire faites attention pour les entrepreneurs, les investisseurs pardon, qui veulent investir dans les entrepreneurs qui sont néophytes ou qui veulent professionnaliser un petit peu leur game, comme tu disais. Euh, Choisissez vraiment très bien les personnes et ne les choisissez pas sur l'aura qu'ils peuvent avoir, la connaissance soi-disant d'un écosystème et le nombre de fans LinkedIn, tu vois. Ne suivez pas la bonne parole d'Adrien Chaltiel surtout non plus. Renseignez-vous sur qui est cette personne, comment il a investi et c'est très important, quoi. Donc ce serait plutôt mon coup de gueule parce que certaines surfent sur la vague pour nourrir un business model qui est très basé sur l'ego et sur la finance personnelle. C'est un bon coup de gueule, je l'aime beaucoup. Je te remercie beaucoup, Adrien, pour ce moment d'échange et pour tout ce que tu nous as partagé. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté le podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai et Adrien aussi. Et si jamais il les voit pas, j'irai le chercher pour qu'il y réponde. Vous inquiétez pas. Et voilà, je te remercie encore, Adrien. Merci à toi, c'était trop bien de se revoir Arnaud et puis bravo pour ton podcast et avec plaisir pour continuer d'échanger. Super. Merci à toi. Ciao tout le monde. Bonne journée. Salut.